أخواتنا فوق كل اعتبار هي الأصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية لا يسعنا في جمعية يد اليد إلا أن نرحب بالجمع الكريم لحضورهم معنا في هذه الندوة التي تندرج ضمن فعاليات موسم الأخوة الثانية. ندوة اليوم تتناول الإشكالية المتعلقة بالرق في موريتانيا، حيث سنتناول بحول الله هذا المحور من خلال شقين رئيسيين. الشق الأول سيتضمن واقع الرق في مجتمع البيضان يقدمه الإعلامي أحمد الوديعة. أما الشق الثاني من الموضوع فهو عبارة عن الرق في المجتمعات الزوجية الموريتانية يقدمه الأستاذ الجامعي سوسنبا. سيكون أيضا هناك معقبون رئيسيون في الندوة، وهم الأستاذ كمارا سيدي موسى والأستاذ سيد محمد الدبيلي والأستاذ علي سيسي والأستاذ محمد مبارك. نأمل بحول الله أن تساهم هذه الندوة في إثراء هذا الموضوع الذي أصبح يوما بعد آخر يشكل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه وحدة وانسجام مواطني هذا البلد. كما نأمل أيضا أن نخرج من خلال هذه الندوة بمقاربات وبحلول ناجعة تساهم في بلورة محددات للتعاطي مع هذه القضية، وذلك انطلاقا من الشعار الذي رفعناه في هذا الموسم، وهو من أجل مجتمع العدل. Donc, cher public, on vous remercie pour votre présence massive à cette conférence débat. Nous allons traiter à cette conférence débat la problématique de l'esclavage en Mauritanie, séquelles et solutions. Et pour aborder ce sujet, nous avons des conférenciers qui allons traiter ce sujet. Le premier conférencier, c'est le professeur Saoussamba. Il va traiter la question de l'esclavage au sein de la communauté négro-mauritanienne. Quant à la deuxième partie de cette conférence, elle sera traitée par M. Ahmadou Loudia, qui va aborder la même question au sein de la communauté maure. Nous espérons, nous avons aussi des commentateurs qui vont apporter des contributions à cette conférence débat, à savoir M. Kamara Sidi Moussa, il est journaliste, Sidi Mohamed Bouli, Ali Sissé et Mohamed Mbarak. Et si on a assez de temps, on va essayer de passer le micro au public pour contribuer à l'enrichissement de ce débat. Donc, on va commencer le sujet avec le professeur Sossumba, avec la première partie qui concerne l'état de l'esclavage dans les milieux négro-africains mauritaniens. Voilà, donc je remercie l'ensemble des participants à cette conférence et je vais essayer de parler le plus peu possible parce que tous ces camarades et tous les participants dans cette salle savent déjà qu'est-ce que c'est l'esclavagisme, savent qu'est-ce que ça veut dire les pratiques esclavagistes. Moi, en tant que coordinateur du CIDC, j'ai essayé de réfléchir sur le phénomène des pratiques esclavagistes en Mauritanie en général
et plus particulièrement au sein de la société Halpulaar. Il est certain que la démarche que je vais utiliser peut ne pas sembler être opérationnelle à quelqu'un qui est juriste, à quelqu'un qui est théologien, à quelqu'un qui est économiste, à quelqu'un qui est homme politique. Mais je pense que pour lutter contre l'esclavagisme en Mauritanie, il faut la conjugaison de l'ensemble de ces approches pour arriver simplement à éradiquer les pratiques esclavagistes au sein de notre société. Je sais que dans la salle, il y a des étudiants, il y a des intellectuels, il y a des anthropologues. Mais nous tous, nous sommes animés d'une seule intention: comment mettre fin à l'esclavagisme qui est en train de cancériser la société mauritanienne. Je me rappelle la première fois que j'ai travaillé sur les pratiques esclavagistes. J'étais encore jeune étudiant à Dakar, mais j'étais démocrate, je n'étais pas féodal. J'ai remarqué que quand je revenais des vacances de Dakar, quand je prenais la pirogue avec mes amis, certains d'entre eux, Sidi Woulzein, Dr Diagana et tout, quand je voulais payer, moi les gens me disaient toujours non, Sambadora Yobata, Ana Yobata. Mais je ne savais pas qu'est-ce que j'avais de plus que tous ces étudiants. Une fois encore, ils me disent, mais bah, tu sais, si tu n'es pas avec nous, quand tu es à Gouraloumarli, on demande la pirogue ne vient jamais. Toi, tu appelles une seule fois, la pirogue venait. J'ai compris très tôt que dans la société mauritanienne, il y avait ce qu'on appelait des privilèges liés à la naissance. Je n'avais aucun mérite. Mais le fait d'être le fils de Dorosso à Kaïdi me donnait des privilèges par rapport aux autres. Je n'ai jamais compris. J'ai dit, moi je viens du Sénégal, je suis étudiant. Le premier décret de la démocratie, c'est que nous sommes tous égaux. Ce que j'appelle le principe républicain de l'égalité des citoyens. Je me rends compte qu'à Kaïdi, parmi les étudiants qui ont fait Dakar avec moi, on est égaux à Dakar, mais on n'était pas égaux à Kaïdi. Il y avait des privilèges liés seulement au fait d'être en son. Je me suis dit, mais comment ces privilèges ont pu se reproduire depuis 1000 ans? Comment chacun de nous est resté à sa place? Comment chacun de nous, à la naissance, a déjà un numéro, a déjà un ticket qui lui dit tu es tel, tu dois te marier à l'intérieur de tel, tu peux aspirer à tel poste, tu ne peux pas aspirer à tel poste. Je me suis dit, donc en tant qu'anthropologue, si je veux aider mes collègues mauritaniens, je vais faire ce qu'on appelle une interprétation qu'on appelle ethno-anthropologique. Je me suis intéressé à la hiérarchie sociale. Comment se fait-il que dans ma culture, il y a numéro 1, il y a numéro 2, il y a numéro 3, il y a 100 numéros. Khaïma Kibir, Khaïma intermédiaire, 100 Khaïma. Pourquoi? Ces gens-là n'ont pas volé, ils n'ont pas triché. Non, c'est lié à la naissance. Un jour, j'ai dit à mon père, mais toi, tu es de Kaïdi, tu fais beaucoup de bruit à Kaïdi. Pourquoi tu n'es pas Diagraphe, tu n'es pas Farmbal, tu n'es pas Farba, tu n'es pas Té? Il me dit ça, tu ne peux pas comprendre ça, c'est très compliqué. Je peux bien comprendre. Il ne fait pas partie des familles, simplement qui avaient l'accès du pouvoir de manière héréditaire. J'ai dit, il y a danger. Quand ces privilèges liés à la naissance, on veut les reproduire sur le plan politique, ça va entraîner l'homme qu'il faut à la place qu'il ne fallait pas. Deuxièmement, il y a le rang social. Quand on organise nos mariages, quand on organise nos décès, il y a ceux qui donnent l'argent, il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui font la cuisine. Je regarde cette division du travail. Mais le concept qui m'a le plus intéressé, et c'est là les travaux du CIDC qui ont eu un peu que nous avions vulgarisé à Genève, que nous avions vulgarisé au niveau des intellectuels haratines qui se battent Halpulaar contre ces pratiques. C'est ce que j'appelle le mythe, et j'aimerais vraiment que les gens le notent. C'est vraiment le dernier maillon qui fait que l'esclavage continue encore de se faire, parce que maintenant on ne va pas à la chasse, on prend quelqu'un, on le transforme en esclave. Maintenant on est esclave par ascendance, c'est-à-dire au Djibena qu'on est sous de Machulé, il n'y a plus un Machulé qu'on prend, qu'on achète, ça n'existe pas.
Alors toute la magouille, je l'ai dit, et j'engage ma responsabilité, j'attends qu'on me pose des questions là-dessus. Il y a chez les Halpulaar et dans toutes les sociétés où il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, je parle comme ça pour simplifier, pour ne pas donner un langage sociologique rébarbatif. C'est ce qu'on appelle le mythe de la pureté généalogique du sang. On considère qu'il y a des gens qui ont un sang pur, d'autres leur sang n'est pas très pur, d'autres leur sang est impur. Si mon sang est pur, je me marie avec quelqu'un dont le sang n'est pas très pur, ma généalogie va être altérée. Yo gundo reste gundo, elle reste elle. Quand j'ai regardé ce combat, je me suis rendu compte qu'il y a une faille. Parce que les Halpulaar disent yimbe ko tekke sa fifti tan ayaten tekkere baleri. Yimbe ko falla do yaaja tan do faada. Je me traduis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui croient qu'ils ont un sang pur, ils savent très bien qu'ils sont dans la logique de la mystification. Si tu tombes malade, je suis un esclave, je peux te donner du sang. Si je veux marier ta fille, tu me dis non, ton sang n'est pas pur. Mais il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la tête. Troisième élément, comment aujourd'hui, en 2015, on est encore dans cette salle en Mauritanie en train de parler des pratiques esclavagistes. Moi, en tant qu'intellectuel, quelle est ma contribution? C'est de dire, les Mauritaniens, ouvrez les yeux. Si on arrive aujourd'hui à reproduire les pratiques esclavagistes, c'est parce que en Mauritanie, on fait ce qu'on appelle le mariage endogamique. Tant que numéro 1 se marie avec numéro 1, numéro 2 avec numéro 2, 100 numéros avec 100 numéros, ça va entraîner ce qu'on appelle la reproduction des privilèges héréditaires. Si numéro 1 avait la terre, il se marie avec la fille de numéro 1 qui a la terre va rester entre les mains et le système se reproduit. Ce que j'appelle les stratégies matrimoniales endogamiques. Est-ce que l'un de vous a réfléchi pourquoi, si quelqu'un veut marier une fille qui n'est pas de sa même caste sociale, qui n'est pas de son même rang social, pourquoi toute la famille se mobilise? C'est que chez nous, le mariage n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire familiale. C'est par ce canal que se reproduit toute la société. 3 questions. Dans la société Halpulaar, je me suis demandé, mais pourquoi toute la sensibilisation qu'on a faite, tout ce bouquin qu'on a fait, pourquoi il n'y a pas eu ce changement au niveau de la pratique? C'est lié au fait de ce que j'appelle les stratégies matrimoniales endogamiques. Mais pourquoi les esclaves se révoltent? Les esclaves ne se révoltent pas simplement parce qu'ils sont nés esclaves, non. Ils se révoltent à cause de 3 choses. On vit dans une démocratie, ils se rendent compte qu'il y a une discrimination. Quand on va choisir le maire de Kaïdi, quand on doit envoyer un membre du gouvernement, on va choisir parmi les familles dominantes, c'est-à-dire les familles aristocratiques. Et troisièmement, il y a ce que j'appelle la question des non-accès. Il y a des milieux où pratiquement les esclaves sont invisibles dans la société Halpulaar, et plus particulièrement les fonctions, dites fonctions symboliques, à savoir l'imam de la mosquée, c'est extrêmement rare. Troisième élément, comment se manifestent, et je termine par là, les pratiques esclavagistes. Comment on reconnaît que quelqu'un il est esclave? Dans les milieux Halpulaar conservateurs, il y a ce qu'on appelle la petite korgel, ce que j'appelle le trousseau de mariage. Je me marie, mes parents disent on va te donner une petite esclave qui va faire le fourneau, qui va t'aider, aider ta femme à gérer ceci, cela, elle n'ira jamais à l'école. L'autre phénomène, c'est le mépris culturel. Qu'est-ce qu'on appelle le mépris culturel? Je suis Mathioulo, professeur à l'université de Nouakchott, j'ai mon salaire, je suis autonome, normalement je ne devrais pas avoir de problème, non. Mais la douleur que je le sens est liée au regard des autres. Les autres n'ont aucune forme de considération sociale pour moi, ce que j'appelle le mépris culturel. Et le dernier élément, comment se manifeste l'esclavage chez le milieu Pulaar? Il y a 2 variantes. Il y a les noms. Tu dis à quelqu'un comment il s'appelle, il dit Beydari, Tchakoudi, Djomlabi, Malade, Malangeli.
Tous ces noms-là, c'est des noms péjoratifs, nous le savons tous. Et enfin, dans la société halpoulard, il y a, et on le retrouve aussi chez le Maure, parce que j'ai beaucoup étudié l'esclavagisme en milieu Maure, parce que c'est là où ça fait le plus de problèmes, et chez les Soninké. Il y a que les esclaves, il y a des boulots que seuls les esclaves veulent faire, ou peuvent faire à la naissance, on leur apprend à faire ça. Tuer, égorger, tout ce qui est la gestion de l'animal. Et c'est tellement ridicule de voir un père de famille halpoulard, le jour de la fête de Tabaski, dire qu'il a égorgé son mouton de Tabaski, alors que c'est le machulou qui a égorgé, lui il n'a fait que poser sa main, qui se promène sur le couteau, et il dit Mihursi, c'est l'esclave qui l'a fait. Et aujourd'hui, il faut que les Mauritaniens se réveillent. La Mauritanie ne peut plus continuer à former comme la Mauritanie de 1800 ou de 1900. Cette question des pratiques esclavagistes, il faut la regarder en face et la traiter de manière responsable. Les deux éléments de la démocratie. Personne n'est né pour gouverner. Et personne ne doit avoir des faveurs qui ne sont pas liées à ses mérites, qui sont simplement liées à sa naissance. C'est extrêmement dangereux. Bismillahirrahmanirrahim. صلى الله وسلم على نبيه الكريم. شكرا لجمعية يدا بيد على هذا الموسم وعلى هذا الاختيار الرائع لعنوانه نحو أو من أجل مجتمع العدل. بداية أريد أن أقدم توضيحين. التوضيح الأول هو أن هذه الورقة أو هذه المداخلة كان مقررا أن يقدمها الأستاذ محمد سالم والأعمر، وهو أستاذ باحث وأعد كتابا يعتبر من أهم الكتب التي أنجزت حتى الآن عن الرق في موريتانيا، لكن ظروفا صحية حالت دون تقديمها. بعث إلي بورقة مكتوبة وورقة جزلة، لكن وهذه هي الملاحظة الثانية، لن أكون أسيرا لهذه الورقة بشكل كلي. سأقرأ بعض النصوص أو بعض الفقرات المهمة منها، لكنني سأخرج عن نصها بين الحين والآخر للأمانة العلمية حتى لا تحسبوا عليه ربما ما لم يقل. سأشير بشكل صريح إلى ما هو في مداخلته، وسأترككم تكتشفون دون صعوبة كبيرة أيضا الفقرات المتعلقة بالملاحظات التي سأقدم.